On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Elisabeth Lévy, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Bonjour. Je crois, Pierre, que vous parlerez ce soir à 20h10, juste après le président Chirac. C'est ce que la presse a annoncé ce matin. Oui, mais quelques mots seulement. Pour annoncer votre décision. Parce que je pense qu'il y a une personne qui doit trancher, c'est vous. On le retire ou pas, ce CPE qui finalement a été... non, on ne le retire pas, on ne le retirera pas. Je ne sais pas si on doit le retirer ou non, mais on ne le retirera pas, c'est sûr. Je crois que moi je suis contre ce CPE, mais ça ne valait pas que la France se mette dans la rue, descende dans la rue. C'est une petite mesure annexe, vraiment qui ne méritait pas cette folie. Ça n'a pas été un prétexte, ça a été un détonateur, ça a été un symbole que la France va mal. Mais arrêtons, ce CPE, c'est pas non plus le travaux forcés à perpétuité pour tous les jeunes. Enfin, merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, passons à un autre sujet. J'étais sûr, voilà, ça y est, c'est tranché. Voilà, on n'en parle plus. Pierre a annoncé sa démission. Alors, Monsieur de Villepin ne démissionnera pas. C'est un auditeur qui s'appelle Eric qui le dit. Il démissionnera peut-être, mais pas avant le 19 avril prochain. Est-ce que vous savez pourquoi? Son anniversaire. C'est un calcul de notre auditeur. C'est assez malin ce que dit notre auditeur. Il n'y a qu'une raison à l'entêtement du Premier ministre dans le dossier du CPE. Il démissionnera certes, mais dans quelques jours seulement. En effet, il ne veut pas faire pire qu'Édith Cresson, qui est restée à Matignon 323 jours, du 15 mai 91 au 2 avril 92, puisqu'il est arrivé le 31 mai 2005. Il doit tenir jusqu'au 19 avril 2006, selon les calculs. Putain, encore 20 jours, dit notre auditeur. Mais je voudrais pas dire, mais c'est pas Villepin qui doit ou pas démissionner, c'est Chirac qui doit ou pas le virer, en fait. Mais la question, c'est que Monsieur Chirac a pas beaucoup de solutions de rechange en même temps. C'est-à-dire que Chirac, je pense qu'il aimerait bien faire perdre son camp, il a l'air bien parti, non? À part Madame Clémenceau, peut-être. Madame Clémenceau, c'est Michel Alliot-Marie, hein, vous l'aurez reconnu. Trois réflexions là-dessus, s'il vous plaît. La première. La première. Ça va tenir jusqu'à 18h. La première, j'avais annoncé le premier que Villepin ne partirait pas et garderait ses positions sur le CPE et que personne, ni le Conseil constitutionnel, ni le chef de l'État, n'obéirait aux ordres de la rue. J'ai raison. Deuxième chose, je pense que Monsieur Villepin, s'il devait partir le 19 avril, ça serait pour avoir fait moins, ne pas être le Premier ministre le plus court de la Ve République, mais je trouve que c'est ridicule, parce que les premiers ministres de la 4e République, revenons vite à la 4e République, enfin la 4e République, mais vite cette ère bénie où la politique a été reine, et non pas les trucs de prestige, de conneries, l'homme providentiel et tout ça, et bien, les premiers ministres, c'est-à-dire les présidents du Conseil, duraient beaucoup moins longtemps, et c'était pas plus mal. On pourrait passer à la troisième réflexion maintenant. La troisième réflexion est remplacée par un coup de sifflet, bref. Voilà. Parce que je ne m'en souviens pas, on ne s'en souvient jamais quand on est le C'est jamais le numéro 3. On ne s'en souvient pas. On reparlera évidemment de tout ça dans un instant. Je continue la lecture des mails. Quant à la troisième, oui. Voilà, c'est que ça concerne justement ce que disait Mademoiselle Lévy, à savoir, Chirac veut faire perdre son camp, c'est qu'elle est tellement de droite, c'est qu'elle pense que Chirac arrive pas à être assez de droite, quoi. Comme il est pas J'ai pas bien compris ton raisonnement, comme il est Pierre, pas trop assez dur, c'est vraiment, c'est un salaud aux ordres de la gauche. Chirac veut faire perdre son camp comme Mitterrand voulait faire perdre son camp. Pas du tout. Oh ben non. J'adore quand Elisabeth Lévy est là, écrit Paul-André Hubert. Ainsi, on entend souvent Madame Lévy dire des bêtises qui passent parfois inaperçues, mais quand même, elle nous fait bien rire, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, dit Paul-André. On appellerait ça le comprimé Elisabeth. C'est pas mal. Oh, c'est pas si mal. Paul-André Hubert, c'est extraordinaire, c'est pas un nom d'auditeur. Paul-André Hubert, oui. C'est un nom d'éditorialiste à la Tribune de Genève. Et maintenant, Paul-André Hubert, vous dites son avis. Eh bien, d'entrée de jeu, nous pouvons. Mon cher Laurent, je vous serais reconnaissant de m'indiquer dans quel organe de presse Madame Lévy écrit, afin de m'éviter une erreur d'achat. Mais le problème, c'est que ça, j'écris dans pas mal d'endroits. Marianne, parfois. Le Point, souvent. Elle écrit pas mal dans beaucoup d'endroits. Oh. Madame Lévy est fatiguée du montage de sauce sur le CPE, mais ne croyez-vous pas que si le gouvernement avait discuté avec les personnes intéressées avant de faire passer la loi, et entre autres d'utiliser le 49.3 pour abréger les débats, on n'en serait pas là, dit Martine. Madame Lévy, j'aimerais vraiment que vous ne fassiez plus partie de l'émission de Laurent Ruquier. Ah bah c'est sympa. Voilà. Alors, moi, j'ai même pas un CPE, donc. Voilà. En gros. À la limite, qu'elle serve les cafés si elle veut.
C'est démocratique comme point de vue. Ces gens, je ne suis pas d'accord qu'on la vire. Elisabeth, je t'aime, dit Julien. Ah, ça s'arrange pour vous. C'est tout. Elle est belle, elle est intelligente, elle est vaillante, elle vaincra ou elle périra dans la gloire, dit Jack à propos d'Elisabeth Lévy. Elle a fait preuve de beaucoup de mérite et de courage face aux éminentes sommités parisiano-médiatiques du bien-pensisme socialo-boboïste que sont Ockrent, Je peux avoir ce mail parce que ça me plaît bien, éminente personnalité. Ockrent, Miller et Bénichou. Voilà, hop, c'est pour vous. Madame Lévy, honte à vous, nous ne sommes pas des barbares, dit Nicolas. Allez à l'UMP, nous ne sommes pas tous issus de la grande bourgeoisie. Je suis fils de prolo et fier de l'être, mais je suis en 2e cycle universitaire en histoire et opposé au CPE. Vous êtes pathétique, Madame Lévy. Voilà, dites donc, c'est au moins vous faites parler. Déclenche les foudres des auditeurs, toi. Oh, feriez mieux de vous taire, vous. Alors, je coupe mon poste de radio lorsqu'Isabelle Motro est chez vous, me dit Dominique. Malgré ses excellentes critiques de cinéma avec lesquelles je suis assez souvent d'accord, mais qu'elle cesse de glousser comme une poule et qu'elle arrête de penser qu'elle détient le monopole du bien pensant, justement. Moi aussi, Elisabeth. Son côté bobo m'insupporte. Et je ne suis pas la seule, dit Dominique. Ça, j'aime beaucoup. Quand Ils ont fait un référendum. Nous sommes nombreux. Il y a deux expressions qui sont la mauvaise foi même, c'est un nanana, et je ne suis pas la seule, et l'autre c'est, et c'est une nanana, elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même, tu ne peux rien contre. Ah, alors là, j'ai une lettre manuscrite, c'est de plus en plus rare, ça fait plaisir, de temps en temps, parce que évidemment, tout le monde envoie des mails maintenant. Mais tu l'as reçu comment, par mail? Ah, par courrier, non. C'est une dame, ma Meutier, j'arrive pas à très bien lire l'écriture, c'est évidemment le désavantage des lettres manuscrites. Monsieur Laurent Ruquier, j'ai appelé Europe 1 au sujet de votre émission de l'après-midi vers 16h30, soi-disant humoristique. Disons de l'humour plutôt genre rigolard, souvent en dessous de la ceinture. En ce moment, vous êtes à la joie pour tirer sur le gouvernement de la France en exercice. Vous vous moquez pas mal des problèmes des jeunes, sujet assez grave, et des violences. Donc vous m'exaspérez. Sur RTL, je trouve des humoristes intelligents. J'ai 75 ans. La seule réplique, ils vont être contents à RTL, la seule réplique avec vous, c'est d'essayer de vous dire, revoyez certaines répliques d'un grand talent du cinéma, Monsieur Jean Gabin. Ah, voilà. Ah, si on faisait cette émission comme Jean Gabin, ça, ce serait autre chose, hein, Pierre Bénichou. La gueule. Beau Dieu, tu sais. Il y a un truc qui me déplaît dans ton émission, c'est toi. Le jour où les cons seront sur orbite, tu n'auras pas fini de tourner. Ça me fait penser à votre nullité en tant qu'animateur. J'ai 75 ans et je peux me permettre d'être libre de répondre à l'anarchie ambiante. À bon entendeur. L'autre jour, je ne participais pas à cette émission qui pourtant était drôle. Eh bien, j'ai ri tout seul comme un fou dans ma voiture en entendant Philippe Geluc dire c'est un mail qui vient de Belgique. À quoi voyez-vous ça? Il dit parce qu'il a collé un timbre dessus. Je trouvais ça tellement drôle parce qu'il n'est pas toujours drôle le type. On termine par un mail pour vous, c'est Robert Toutou-Papi. C'est son nom, Robert Toutou-Papi, qui est allé voir un site internet qui s'appelle poitrineaide.free.fr, un site internet dédié aux grosses poitrines. Et sur ce site... Vous parlez plus à Pierre, là. Non, sur ce site, on peut voir un dossier complet consacré à Caroline Diamant. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte un peu, Caroline, hein, vous avez des photos de vous sur ce site, grossepoitrine.free.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenez, Pierre, le temps de la pub, vous Merci pouvez beaucoup. consulter, on se retrouve après. On va se gêner toujours avec Elisabeth Lévy, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Caroline Diamant. Alors, Philippe Alfonsi, vous vous attendiez, vous, à ce que le président, ce soir, décide de promulguer la loi, puisqu'il semble, à la limite, on se demande même pourquoi ça sert à qu'il parle ce soir, puisque tous les journaux nous disent qu'on sait déjà ce qu'il va dire. Voilà, il va dire que la loi est promulguée, mais qu'après, il faudra ouvrir une sorte de dialogue, un peu les Grenelles, le nouveau Grenelle des lycéens, des écoliers, des jeunes, en fait, c'est ça? Non, moi ça me surprend pas du tout. Il paraît que Pourquoi c'est pas lui qui va parler ce soir à 20h, c'est Bernard Farcy qui va jouer le rôle. Mais tu t'attendais à ça, toi? Qu'est-ce qu'il peut dire, finalement, en président, ce soir, à votre avis? Je ne vous ai pas compris, justement. Moi, je pense qu'il va dire je vous ai entendu. Moi, je pense Pas du tout, pas du Ah, mais tout. si, il Moi, va je dire ne ça. vous ai pas compris, c'est je ne souhaite pas vous comprendre. Ouais. Pas du tout. Il va mais parler quel est son comme il le calcul, fait hein toujours. Il aurait dû parler il y a 2 mois. C'est-à-dire, il va dire, eh bien, je pense que pour la jeunesse qui se sent souvent à l'écart,
il faut faire une loi qui puisse lui permettre d'entrer dans la vie active. Il va recommencer à parler du machin, c'est mieux comme si rien ne s'était passé. Et il va dire, quant à ceux qui manifestent dans les rues, il faut leur dire que l'État restera l'État et que nous discuterons avec eux, c'est tout. Non, mais est-ce que c'est... bien, c'est pas lui qui va donner des nouvelles. Il n'est pas là pour donner des nouvelles, il est président de la République, mais c'est vrai. Il paraît que c'est Mme Chirac qui présente le 20h ce week-end. Ah non, mais je sais pas, il veut faire un remake de 68, il espère une grande manif du 13 mai, mais ça a l'air assez mal parti. Hein. Ah bah les syndicats pronostiquent... Non, la manif du 13 mai, c'est la manif Bleu Horizon. Après mai 68... Alors là, je suis assez d'accord avec toi. Là, il y a 70% des gens qui sont de toute façon contre son machin, son Grenelle, ça veut rien dire, il va pas recommencer. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même période. Il veut refaire la fin de mai 68, mais je crois que ça n'a pas du tout marché. Ou alors, attendez. Ou alors, vraiment, c'est pas une hypothèse complètement absurde, qui joue le pire et qui veuille vraiment... qui veuille refaire une dissolution ou qui veuille faire un truc comme ça, je veux dire, c'est possible. Mais il veut perdre. Il veut que la droite perde. Et si ce soir, à 20h, il annonce sa dissolution? Non, sa démission à lui. Parce qu'après tout, on n'arrête pas de parler de la démission. Les PV, génial! On n'arrête pas de parler de la démission de Villepin. Mais c'est lui qui l'a dit, Villepin, c'est le... Qu'est-ce qu'il en a à faire, le président? Ce serait un beau cadeau. À 6 mois après, franchement. Mais il peut pas démissionner. Moi, franchement, avec tous ces emmerdements, je prendrais ma pré-retraite et je dirais, les gars, vous démerdez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on avance les élections, on organise ça oui, évidemment. rapidement. Et là, d'un seul coup, il fout le bordel. Beau cadeau à la gauche. Il fout le bordel total et voilà, et puis qu'on en finisse. Ségolène Royal et Sarkozy. Parce que finalement, tout ça, c'est du temps perdu. Hein. On sait que voilà, tous ces gens-là seront plus là dans 6 mois, qu'il va falloir choisir entre l'un ou l'autre. Pourquoi on n'anticipe pas tout ça et qu'on n'en parle plus? C'est comme moi ce matin, je suis venu avec mon slip de bain et ma serviette sur l'épaule. À 2 mois après. Non mais vous êtes fous quoi. Tout est à 2 mois près dans la vie. Non mais sérieusement. Alors je dois vous dire quelque chose, mademoiselle Lévy. Vous savez l'amour que j'ai pour vous. Et quand je dis tout l'amour qu'on a pour toi, non. Je peux te dire il arrive à caser une chanson au milieu de la phrase maintenant. Je peux te dire que la manifestation Bleu Horizon n'a pas eu lieu le 13 mai 68, mais le 30 mai. Le 30 mai, oui, quand à 15 jours près. Absolument. À la fin du mois de mai. Le 13 mai, c'était le 13 mai 58, où les factieux à Alger sont venus. Peut-être que le président, on va dire que d'un seul coup je me mets du côté des manifestants pour le retrait du CPE, parce que c'est vrai qu'après tout, le gouvernement, monsieur de Villepin, monsieur Robien et avant tout monsieur Chirac devrait peut-être un peu plus écouter ces jeunes, parce qu'il y a une chose qu'il devrait peut-être avoir en mémoire, le président, c'est que tous ces jeunes qui manifestent dans la rue aujourd'hui sont à peu près les mêmes qui manifestaient entre les 2 tours de la présidentielle 2002 pour dire voter Chirac et faire que Chirac a été élu à 80% des voix contre Jean-Marie Le Pen, qu'on entend d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pas du tout et pas beaucoup, c'est même la première fois. Alors, est-ce qu'il est atteint de la grippe aviaire, Le Pen? Je ne sais pas. Est-ce qu'à force d'être cocorico, ça a été le premier abattu? Mais alors, il y en a un qui est muet en ce moment, c'est bien Le Pen. S'il a fait une déclaration, non, la semaine dernière, il a dit un truc la semaine dernière, ou il y a 2-3 ans, hein. Non, à 3 ans près. 2 ans près, oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas faux, ce que je dis là, que finalement, c'est ça, et que ces jeunes qui manifestent aujourd'hui, ce sont ceux qui défilaient entre les deux. Excusez-moi Laurent, mais c'est ce qu'on reproche à Chirac depuis qu'il a été élu, à savoir qu'il a été élu avec beaucoup de voix de gauche, c'est la gauche qui l'a porté au pouvoir contre Le Pen, et que il aurait dû en tenir compte plus qu'il ne l'a fait et gouverner plus à gauche qu'il ne l'a fait. Or, il a laissé gouverner à droite ses premiers ministres successifs, même si lui, psychanalytiquement, comme pense Mademoiselle Lévy, il veut la victoire de la défaite de la droite, parce que c'est un gauchiste qui s'ignore, enfin, tout ça, c'est du conscient, c'est pas de la conscience. Tout ça, c'est du jus de crâne grotesque. Cela dit, c'est vrai qu'il n'a pas assez pris en compte les aspirations de son véritable électorat d'il y a 5 ans, à savoir... La gauche perd, et donc parce que la gauche perd, il faut que Chirac applique son programme. C'est extraordinaire, quand même. La gauche a gagné avec lui, c'est la gauche qui l'a porté là. Mais attends, si Jospin n'était pas au 2e tour, c'est quand même pas la faute de Chirac, je suis désolé. C'est vrai. Je ne vois pas pourquoi Chirac serait obligé. Mais s'il a été élu avec 80% des voix... Mais il a été élu parce que les autres n'ont pas été foutus d'être au 2e tour, enfin. On est d'accord, mais... Je veux dire, c'est incroyable. Il faut quand même rappeler que son score au premier tour n'était pas un score de président de la République. Non, ça c'est parfaitement vrai. Mais enfin, dire que Chirac doit gouverner à gauche parce que la gauche a perdu, n'était pas présente au 2e tour, c'est quand même assez... vraiment... C'est pas ce qu'on dit, on dit simplement... Ah bah si, c'est ce que
Pierre vient de dire. On dit simplement qu'il pourrait être un peu plus attentif aussi à ceux qui l'ont aidé à devenir président de la République, parce que peut-être que si, admettons, si c'était Jospin qui avait été contre Le Pen au deuxième tour, après tout, ça aurait pu se jouer ainsi, il y aurait peut-être pas eu autant de jeunes de droite pour appeler à voter Jospin contre Le Pen qu'il y a eu de jeunes de gauche pour appeler à voter Chirac contre Le Pen. Il a jamais été question que Le Pen soit élu. Personne n'a jamais pensé que Le Pen allait être élu, enfin. Oui, mais enfin, Pascal Clark, si. Oui, enfin, ça c'est sûr. Bon, ben voilà, il va parler, puis on va l'écouter, le président Chirac. Ah bah tiens, comme tu le dis, Boufiltre. Bien sûr. Comme tu le dis, Boufiltre. Elle est bonne, celle. Ah non, vraiment. Pierre, écoute. Quand tu connais pas, tu l'as dit Boufiltre. Je la connais pas. Non, mais, quand je pense qu'ici, il ne savait pas ce que voulait dire, tu la craches ta Valda. Qui disait, tu la craches ta Valda, oui, ça veut dire, eh bien, on vient de regagner un auditeur de 75 ans qui était parti sur RTL. On se retrouve après la pub. Nicolas Sarkozy dans ses petits souliers, c'est ce que titre Libération ce matin, puis ce sera nos derniers commentaires sur le CPE, parce qu'il y a d'autres infos plus distrayantes. Plus intéressantes quand même. Plus intéressantes, j'en sais rien, mais plus distrayantes, parce que c'est vrai qu'on parle que de ça, et beaucoup de ça. Il est dans une position délicate, le ministre de l'Intérieur. Il a tenté, paraît-il, de convaincre le président Chirac de suspendre ou de retirer le CPE, et il n'a pas réussi. Il faut dire que lui, évidemment, est en charge des forces de police, qui, alors, s'il y a bien une place pas enviable en ce moment, pardon de dire ça parce que je sais qu'il y a une sorte d'anti-CRisme primaire, mais moi je voudrais pas être CRS en ce moment parce que alors c'est vraiment, les types sont coincés. Je voudrais pas être lycéen non plus, mais je voudrais pas être CRS parce que les types sont coincés entre les casseurs, entre Sarkozy, entre Chirac, entre Villepin et les manifestants. Moi, non, ils ont même pas le droit à la bavure. Attendez, c'est vachement mieux. Ouais. Non, Alfonsi, franchement, hein? J'aime bien l'expression anti-CRisme. Ah, il y a eu là un néologisme intéressant. Oui, là, oui. quand même. C'est vrai que les CRS sont les mal-aimés de la population française. C'est vrai qu'en mai 68, c'est Jean Caux qui avait pris, comment on dit, les vêtements de l'extrême droite pour dire une vérité première, à savoir que dans les rues qui jetaient les pavés, il y avait des jeunes bourgeois du 16e arrondissement, et dans les cars qui recevaient les pavés et qui étaient là, il y avait les vrais prolétaires qui eux sortaient de Montmirail ou de il y a un très très beau texte de Pasolini là-dessus. Et c'était extraordinaire de voir ça quand même. Mais chaque fois que je vois un CRS et que je pense à CRSSS qu'on criait des tas de jeunes gens, peut-être que j'en étais, CRSSS, et je pense à cette phrase d'un ancien déporté qui avait dit « Quiconque crie CRSSS et ne risque pas d'aller à Auschwitz est un salaud ». Alors les CRS, il y en a marre. Les CRS, c'est bon. Ils sont pas bac plus 12. Non, puis toi, quand tu les ils sont croises, pas bac plus 12 comme Miller. Mais quand même, ils sont mieux que Miller. C'est marrant ce que vous dites parce que on parle aussi dans l'IB aujourd'hui des peines sévères requises hier à Paris contre des prévenus poursuivis pour jet de projectiles sur les CRS. Des jeunes qui, la plupart du temps, étaient d'ailleurs sans casier judiciaire, qui n'étaient pas des casseurs. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas arrêté manifestement les bons ou les mauvais. Et c'est sur ceux qui manifestaient qui parfois pour un jet de pavé prennent 2 mois ferme. Et il y a un paysagiste de 25 ans, pas celui qui est dans la Nouvelle Star, un autre, qui dit j'ai manifesté, j'ai chanté. Ah bah peut-être qu'il a même mieux chanté que celui de la Nouvelle Star. Il dit voilà, il vient de prendre une peine ferme. Il dit effectivement j'ai approché les policiers, j'ai crié ce sont des façons de Gestapo. Je le regrette quand on sait qui étaient les nazis. Vous voyez, finalement aujourd'hui encore on en est à ce problème-là. Et le nombre d'hommes dont la femme a traité de gestapistes, c'est la Gestapo ici quand tu dis merde, il y a pas de beurre, c'est la Gestapo ici. Parlons-nous. Le prénom du futur enfant de Tom Cruise. Là, on passe dans le people, mais c'est important. Tom Cruise et Katie Holmes, leur futur enfant va-t-il s'appeler... Alors attendez, écoutez bien. Elle préférait Martin ou Martin, j'imagine Martin à l'anglaise, à l'anglo-saxonne ou à l'américaine. Pour un garçon, Martin, if you want. Et lui préférerait, devinez quoi, Hubbard.
H-U-B-A-R-D, comme le fondateur de la secte Ron Hubbard, puisque décidément la scientologie est à fond dans le crâne de Tom Cruise. Il va appeler son gosse Hubbard. Avant la naissance de leur enfant, les négociations entre Katie Holmes et Tom Cruise semblent rudes. C'est le prénom de la discorde. Étiez d'accord, vous, par exemple, avec votre mari ou compagnon, Caroline, sur les prénoms de vos enfants? Vous pensez que je lui ai demandé son avis sur le choix du prénom? Mais comment ça se passe? Parce que à une époque, il a dit Yavol. Voilà. Moi, quand je l'ai rencontré bien avant qu'on ait un enfant, je lui avais dit, j'ai lu une pièce d'Oscar Wilde quand je prenais des cours de théâtre que j'avais trouvé sublime, qui s'appelait Salomé. Si un jour j'ai une fille, j'adorerais lui donner ce prénom. Et donc, vous avez pris des cours de théâtre, c'est ça l'info? Non, mais la vraie info, c'est t'as appelé ta fille Salomé? Oui. Pauvre chérie qui demandait rien. Pourquoi Salomé? Tu te rends compte à l'école? Parce que je trouvais que c'était joli. Voilà. Mais c'est trop long. Surtout maintenant, à l'école, on parle verlan, alors ça fait mes salauds. Isabelle, comment ça s'est passé, vous, avec votre compagnon? Je crois qu'on en avait parlé longtemps avant. Je suis obligé de dire compagnon parce que, hélas, autant vous le dire, dans cette équipe, beaucoup ne convolent pas. Ne convolent pas. Il y a du livre libre ici. C'est terrible. Mon vestiaire est le livre d'or. Je m'en vais immédiatement. Il y a des tas de gens dans cette équipe qui vivent à la Royal Hollande. C'est-à-dire pas ensemble. Oui, non, moi, on en avait parlé longtemps avant, donc ça s'est fait démocratiquement. À propos d'Union Libre, il y a une phrase dans un film de dire absolument formidable. Il dit, vous êtes ensemble? Il dit, oui, c'est ma femme. Ah, il dit, c'est ta femme? Vous êtes marié? Il dit, non, on fait ça en amateur. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Elisabeth Lévy, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro. Allez, une petite info amusante qui a dû faire peur quand même aux passagers de cet Airbus A320. Il n'était que 35 passagers, mais quand même, entre Liverpool et Londonderry en Irlande du Nord, le pilote de cet Airbus s'est trompé d'aéroport. Il a atterri sur une base militaire à 8 km de la véritable destination. Ce pilote de la compagnie Airjet, qui assurait ce vol pour le compte de Ryanair, était pourtant en contact radio avec la tour de contrôle du bon aéroport, qui lui avait donné le feu vert pour une approche visuelle. Mais comme il y a des nuages, il s'est rendu compte de rien. Quelques passagers se sont dit, c'est pas le bon aéroport, mais il était trop tard pour prévenir le pilote. Il a atterri là où il ne fallait pas. C'est pas de sa faute, il avait trop bu, donc c'était... Moi, il m'est arrivé un truc presque pareil. J'ai pris le RER pour aller à Roissy vendredi dernier. Il a atterri où? Il s'est trompé. Le RER s'est trompé, je vous dis. Il n'a pas pris la bonne ligne. À un moment, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, on descend, on retourne gare du Nord. J'ai failli rater mon avion, mais c'est sérieux. Pas prendre la bonne ligne? Je sais pas, une erreur d'aiguillage. Ça aurait pu se terminer en enfer d'ailleurs, mais c'est pas une blague, il s'est trompé. Non, mais il avait laissé, il avait une manifestation, puis il a laissé Marcel, son beau-frère. Voilà. Le truc qui est pas habitué, lui. En tout cas, les passagers de cet Airbus ont dû attendre 1 heure, qu'on fasse venir par la route une passerelle de l'autre aéroport pour qu'ils puissent quitter l'avion. Ce sont surtout évidemment les proches des passagers qui attendaient dans le bon aéroport qui ont eu peur parce qu'on a affiché évidemment sur les panneaux retardé indéfiniment. Ça fout la trouille, ça, quand même. Jusqu'à ce qu'on leur annonce que finalement, les passagers de l'avion allaient arriver par la route. Comment s'appelait la compagnie? Airjet. Non, c'est Piperman Jet que c'était la compagnie. Je crois qu'il était pour Airjet. Et alors, il y a une autre histoire, alors moins amusante. En plus, ça se passe chez nous, à Livry-sur-Seine. C'est dans le 77, en Seine-et-Marne. Là, on s'est aperçu que les quais de la gare étaient trop courts, ce qui engendre une absence totale de sécurité pour les voyageurs. En effet, la plupart du temps, et particulièrement le matin, sur, on va dire, les 12 voitures d'un train, seule la moitié des wagons sont à quai. C'est un manquement grave à la sécurité ferroviaire. Les passagers sont obligés, la plupart du temps, pour la moitié d'entre eux, de descendre sur le ballast. Alors, il y a une annonce qui est faite maintenant dans le train. C'est la direction de la SNCF qui a donné ses consignes de sécurité. On demande aux passagers de monter en tête du train pour éviter le ballast. Ils sont tous entassés en tête du train. Écoutez, moi je préfère un quai trop court qu'une piste d'atterrissage pour avion trop court, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai aussi. Parce qu'on a vraiment le choix entre ça et ça. Voilà. Écoute, quand on entend ce qu'on entend, oui. Oh, ça, j'aime ça. Quand on entend cette expression. On est content de penser ce qu'on pense. Ah bah voilà, tiens, qui va amuser les lycéens en grève. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a annoncé hier que ça y est, c'était sûr. Le souhait de Jacques Chirac est exaucé. Le préservatif à 20 centimes sera trouvable dans tous les lycées, dans toutes les universités et les grandes écoles dès la rentrée prochaine.
prochaine le préservatif, la capote. Et ça, c'était un souhait de Jacques Chirac. À 20 centimes. Oui, c'était un souhait du président. Et après ça, les jeunes sont dans la rue. Mais qu'ils sont ingrats. Oh là 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 là. Ça prouve qu'une fois de plus, il est contre le retrait et pour le préservatif. Allez, on part au Danemark avec cette petite info étonnante. Nos amis, on dit toujours nos amis dans ces cas-là, nos amis danois, par ceux qui évidemment n'ont pas aimé les caricatures faites par les satiristes danois qui ont provoqué tant de tollés à travers le monde et particulièrement au Proche-Orient. Le Danemark, ça n'a rien à voir, compte, écoutez bien, plus d'abonnés au téléphone mobile que d'habitants. 5,47 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, selon les statistiques officielles de l'Agence nationale de télécommunications danoise. Il y a plus de téléphones portables qu'il y a d'habitants au Danemark. Mais c'est pas étonnant, il y a des gens qui ont plusieurs téléphones portables. Enfin, quand même. Sûrement, il doit y avoir de ça. Oui. Alors là, tu dis non. Alors là, je savais que tu étais intelligent. Mais s'il y a plus de téléphones que d'habitants, c'est qu'il y en a qui en ont plus d'un. Ça veut dire que ça, c'est sûr, ça. Non, mais ça c'est vrai ça, Isabelle Motro. Rarement je vous prends un défaut, mais c'est très con ce que vous venez de dire. Eh ben non, mais je vois pas. Mais non, mais justement, je vois pas pourquoi ça vous étonne. Mais vous oubliez les bébés. Que les enfants de 2 ans ont un téléphone. C'est quand même beaucoup. Non, mais ça dépend de combien, quelle est la différence. Excusez-moi, peut-être qu'ils n'ont pas la culture d'avoir gardé comme nous en France une ligne fixe. Peut-être que ça a complètement disparu. Avec le fait d'en avoir pas quoi. Alors, il laisse un portable à la maison et un portable dans la Mais non, c'est vrai, ça c'est bien ça aussi. Mais vous êtes idiot. Excusez-moi. Ça veut dire qu'ils ont une ligne privée et une ligne professionnelle. C'est tout. Déjà, ça fait 2 par personne. Si on avait un Danois sous la main, on lui demanderait, mais il y a sûrement une explication. Mais quelle est la différence? C'est de combien de plus que d'habitants? Ne me demandez pas le détail des chiffres. Je suis pas au Danemark. Moi, je vous donne une petite info. Parce que si c'est juste le double, ouais, la théorie de Caroline est sûrement exacte. Mais en fait, c'est évident ce que tu as dit. On s'est moqué de toi et on continue à se moquer. Mais oui, on continue à se moquer pour la vie, non pas parce que ce que tu disais n'était pas vrai, parce que ce que tu disais était évident. Eh ben oui, c'est ce que je te dis. Pourquoi on en parle? Ah, elle est virée, hein. Mais je comprends pas. On t'a donné ta chance 3 fois. C'est ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir. C'est pas une info, voilà. Ah ouais. C'est ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir. On lui dit plus rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. Alors, je ne prends pas du tout à mon compte ce genre de truc. Non, ça doit être de Christophe à l'évêque, sûrement. Oui, sûrement. Le voleur ne faisait pas le poids. C'est une petite histoire racontée à la fois dans Métro et dans le journal La Croix aujourd'hui. Un voleur a été piégé par le butin qu'il venait de rafler. En début de semaine, il avait menacé avec un couteau de boucher le directeur d'un supermarché de Reims pour se faire remettre le contenu du coffre. C'est la police qui raconte cette histoire. Il est reparti avec un sac contenant 300 rouleaux de pièces, soit 7200 € et surtout 49 kilos à porter. Obligé de traîner sur le sol son butin, le malfaiteur, qui était déjà titulaire de 9 condamnations pour vol avec violence, a été évidemment aussitôt interpellé dans la rue par les policiers parce qu'il n'arrivait pas à traîner le truc. C'est quand même... Il n'y a même pas une voiture qui l'attendait à la sortie du supermarché. Il va passer le 11 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Reims dans la Marne. Il ne pouvait pas se douter que le contenu du coffre, ça faisait 49 kilos. Voilà, il faut réfléchir à ça avant. Il faut prendre une brouette. Regardez Bernadette, je la vois parfois porter des sacs entiers de pièces jaunes et c'est lourd sur ses dos. On la voit, on la sent un peu voûtée déjà. Hein. Même si le sac était léger, ça vous viendrait à l'idée de faire un casse sans prévoir une bagnole pour fuir juste après. C'est vrai ça. Ouais. Ils sont cons. Mais il a fait le casse pour s'acheter une bagnole justement. En pièces. Elisabeth II kiffe Tom Jones. Oh, elle lui a envoyé sa petite culotte. La seule chose qui me semble vraiment la vulgarité française même, c'est que les Français peuvent pas dire culotte sans dire petite culotte. Une culotte, on dit pourquoi? Et sa petite culotte. Parce que elle a des petites fesses, la reine Elisabeth II. Vous avez une grosse culotte alors, Caroline Diamant? Non, moi j'ai un tout on dit une petit femme avec son string. soutien-gorge, ses chaussures, sa culotte. Non, sa petite Non mais culotte. que tu trouves ça ridicule, mais vulgaire, je vois pas pourquoi. Ah, c'est une vulgarité folle, ça fait ancien combattant. Et on a vu sa Tu petite sais ce que culotte. je trouve vulgaire? Ah, c'est une horreur. Les hommes qui racontent des blagues Sa débiles petite sur des culotte. femmes avec 2 yeux au beurre noir. Bon, bref, Elisabeth II, la reine d'Angleterre, kiffe Tom Jones. C'est écrit comme ça. C'est même aussi joliment écrit dans 20 minutes où on dit Tom Jones anobli par une sex bombe. En effet, la reine d'Angleterre a décidé de rendre noble on dit Sir Tom Jones maintenant,
puisque à 65 ans, le chanteur de Sex Bomb a été anobli par la reine. D'ailleurs, il n'a pas tari d'éloges, nous dit-on, au sujet d'Elisabeth II. Elle est toujours ravissante et adorable, a dit Tom Jones. Ravissante, c'est un peu... Voilà, oui, qui commence quand même à adorable aussi. Hein. Elle a un très beau sourire et tout son visage s'illumine quand elle sourit. J'adore voir la reine, je l'ai déjà vue 7 ou 8 fois. J'ai toujours été royaliste, a dit Tom Jones. Oh bah c'est le moment, oui. Eh bien, écoutons ensemble Sir Tom Jones with his Sex Bomb. Tom Jones ou Sir Tom Jones, c'était pas mal quand même, hein, ça fait plaisir. Il a eu raison, la reine. Vous disiez quelque chose d'intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas cette possibilité-là chez nous en France, parce que on aurait anobli Johnny Hallyday. Bah oui. On bouffe du Johnny tous les jours, hein, à la sauce cinéma, à la sauce variété, à la sauce adoption de Jade, à la sauce 10 ans de mariage pour Laetitia, pub, non et à la sauce Optique 2000. D'ailleurs, Optique 2000, il devrait changer, parce que quand même ça fait vieux maintenant. Il y a 6 ans quand même déjà qu'on n'est plus en 2000. Les lunettes sont vieilles. C'est vrai ça quand même. Optique 2000. Ah, vous avez raison. Non, mais avec ce qu'ils ont investi sur la bête, vous pensez ils vont pas changer maintenant? Pensez que Ben oui. Johnny mériterait d'être anobli. Sir Hallyday, ce serait joli. On n'y pas ça chez nous, donc ça serait moins chic. Chez nous, on décore, mais Ça serait 2 Hallyday. Oh, Johnny de Hallyday. Johnny de Hallyday. Oh, ça lui Non, va c'est bien. pas mal. À que je m'appelle Johnny de Hallyday. C'est mignon. il manquait plus. Parce que des jolis, il y en a que ça. Ah ouais. Béatrice Schoenberg fait beaucoup causer en ce moment. Libé revient sous la plume de Daniel Schneiderman, et c'était déjà raconté par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts dans le même journal cette semaine. Revient sur cette polémique, mini polémique. Est-ce qu'une présentatrice du journal de 20h peut être la femme d'un ministre en exercice, surtout au moment où dans la rue on manifeste contre le CPE? Alors ouais, ça c'est l'éternelle question. En même temps, on peut pas demander à une journaliste d'abandonner son job sous prétexte que son ministre... Anne Sinclair l'a fait. Anne Sinclair l'a fait. Et ça pourrait quand même s'envisager, non? On dit que... Enfin, ils ont décidé de pas interviewer Borloo le week-end, c'est ça? Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas une blague. Je crois qu'ils ont décidé que Borloo n'irait pas le week-end. C'est pas une blague, non, parce que c'était drôle. Diamant. C'est vrai qu'on imagine mal Madame Schoenberg faire une interview un peu musclée de son mari. C'est vrai, c'est un peu ridicule, mais bon. Quoi. Surtout quand on arbitre un débat à deux, qui aurait Borloo contre Monsieur Hollande, et on dirait Monsieur Hollande, vous avez dit tout à l'heure à mon mari que... Bah écoutez, on verra ce week-end ce qu'elle dit, Béatrice Schoenberg. Et en attendant, ce soir, ce sera le président. Vous imaginez qu'il envoie Bernadette, le président Chirac, ce soir? Ah, ça, ce serait... Eh ben, moi, Ce serait un bon coup, hein. Il va le faire. Ah oui? Ouais. C'est Bernadette qui va venir. Ben, moi, je pense que... Non, c'est vrai qu'on peut toujours ridiculiser la vie politique, mais quand même, c'est quand même mieux d'avoir une vie politique dans un pays que des généraux avec des képis et des fusils comme Elisabeth Lévy le voudrait. Pas des képis, des casquettes. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h. Elisabeth Lévy, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Et on a la preuve aujourd'hui que les jeunes peuvent obtenir une décision de retrait. On a la preuve par la télévision et par l'émission La Nouvelle Star, puisque vous avez certainement entendu Jean-Marc Morandini en parler ce matin sur Europe. Le résultat de mercredi soir dernier a été annulé. En effet, M6 a constaté qu'à cause d'un bug informatique, les votes des téléspectateurs envoyés par SMS n'avaient pas été attribués au bon candidat. Les 14 participants vont donc tous retenter leur chance le 5 avril prochain. C'est quand même énorme, cette histoire, hein. C'est-à-dire que les votes n'étaient pas les bons. Alors voilà, à cause d'un bug informatique, tous les résultats ont été annulés. Les 14 candidats repasseront devant le jury et devant les votes des téléspectateurs mercredi prochain. Absolument. La totalité des recettes liées au premier vote sera reversée au SIDAction. Vous savez qu'on peut téléphoner pendant tout le week-end au 110 pour évidemment apporter ses pièces à la lutte contre le sida. Un seul numéro, le 110. Et bien voilà, ça fera un peu plus d'argent grâce à cette annulation de vote. Ça arrive Moi, pour j'y les crois. examens, des fois. J'y crois tout à fait à ce truc-là. Tu sais comment il s'appelle, le bug?
Magouille. C'est Magouille et compagnie. Non, moi j'ai regardé l'émission, c'est bien. Bah non, il faut dire que le résultat de la Nouvelle Star ne correspondait pas vraiment à ce qui s'était passé dans l'émission. Donc c'est peut-être vrai, parce que c'est vrai que parmi les candidats recalés, il y en avait qui méritaient de rester. 10 000 fois plus que et ceux parmi ceux retenus, il y en avait qui, franchement, on se demandait si c'était au mérite, il n'y aurait pas besoin de vote. Le vote, c'est pour créer une surprise. Elle a vu l'émission, alors est-ce que c'est moi aussi, vrai? je l'ai vu. Tu penses pas que je rate des émissions comme ça? Alphonsi. En fait, à l'Assemblée nationale, on vote bien par... c'est électronique également. Oui, hein. oui, oui. Et voilà une bonne... C'est ce qu'il va nous dire ce soir, Chirac. Il va nous dire... Il y a eu un Maintenant, bug. votre SMS, Mais non, il va nous dire, il y a eu un bug. On recommence. Un bug informatique. Comme à M6, il y a eu un bug. Bah, puisqu'il n'a pas pu, on n'en a pas parlé, mais il n'a pas pu évidemment compter sur la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la loi. Alors pourquoi pas le coup du bug informatique, coup du bug, comme voilà. à la Nouvelle Star. Il faut recommencer les votes. Non, mais ça me redonne un tout petit peu d'espoir parce qu'il y avait une... Qui vous auriez sauvé, vous? Non, parce alors qu'il y a une vraie pouffe blonde qui chantait comme un pied et qui a été sauvée par le public. Et je me disais... Elle parle de Villepin, non mais c'est monstrueux. Mais non, mais je trouvais désespérant que les gens votent pour le physique plutôt que pour le talent. Donc je suis ravi que ce soit faux. C'est la seule qui a le matériel psychologique assez peu développé pour regarder et pour commenter sérieusement des émissions aussi grotesques. Quoi. Ça m'a Je veux dire, non, il y avait une fille qui méritait pas parce que l'autre était meilleure quand même. Elle chante moins bien, mais quand même elle a plus de personnalité. La blonde qui fait, tu crois? Mais la parole n'a pas été donnée à l'homme. Tu peux en parler pendant 10 ans. Tu ne me vexeras pas, je m'en fous. Moi, je m'amuse en regardant la Nouvelle Star. Et ça ne me rend pas moins intelligente que toi, ça me rend peut-être plus sympathique. Comme artiste, qui tu préfères comme les artistes, elle dit quand elle voit des gens. Elle dit, il y avait un artiste que j'ai préféré à l'autre artiste. Mon femme, tu es pitoyable, ma pauvre amie. Non, mais moi, je la regarde aussi, cette émission. moi, je l'ai j'aime loupé, là, alors je l'ai enregistré. Ben voilà. Mais c'est con, parce que j'ai On va leur confisquer leur poste dès qu'on... Elisabeth, Mais oui, dès qu'on sera au pouvoir, on leur confisquera leur poste. Non, mais il n'y aura pas besoin, il n'y aura plus de télévision. Non, mais écoute, C'est-à-dire que je serai présentatrice du journal unique, c'est tout. Voilà. non, sérieusement, ça vaut le coup. On aime regarder ça. Puis, alors, il paraît qu'il y a une nouvelle façon de voter maintenant. Il y a le pupitre de chaque membre du jury qui devient rouge ou bleu. Alors, je vais vous expliquer ça. Expliquez-moi Pour ça. Pierre. Maintenant, chaque membre du jury, est-ce que je redonne les noms des membres du jury? Ou c'est bon? Eh bien, on effectivement donne un avis après chaque chanteur, enfin après chaque petit apprenti chanteur. Et puis voilà, il y a une majorité de bleus. Alors, je vais te dire, Elisabeth Lévy, s'il y avait une télé unique et que tu étais la seule présentatrice, tu n'aurais pas besoin de me confisquer la télé, je te la rends. Et ben voilà. De bon cœur. Voilà, l'écrit progressera. Bon, bah alors, oublions la Nouvelle Star, puisque manifestement, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Peut-être vous avez préféré voir Georges Moustaki hier dans Navarro. Il paraît que c'était très très bien. C'est encore une Nouvelle Star, ouais. Non, Navarro, ça devient impossible, mais c'est pas mal quand même. Moustaki jouait... Moustaki, mais bien sûr. Hier. Il jouait le grand-père d'une jeune étudiante en médecine soupçonnée d'avoir tué le professeur de médecine, qu'il a baisé en lui promettant monts et merveilles. C'est déjà chiant à voir, mais à écouter, les Navarro. Et on s'aperçoit à la fin que c'est lui, Moustaki, qui a tué. C'est pas vrai, c'était lui le criminel. C'est lui le criminel. Et Roger Hanin, il dit, je pense que le juge va passer l'éponge. Allez, nous on passe l'éponge, on se retrouve après la pub. Bénichou, Alfonsi, Motro, Diamant, Lévy. Et c'est l'heure du livre de la semaine. Comme chaque vendredi, vous allez analyser, décortiquer, conseiller ou déconseiller le livre choisi cette semaine. C'est un polar signé Alex Barclay. Ça s'appelle Dark House. C'est chez Michel Lafon. Il y a un sous-titre à ce polar. Son fils lui ment, sa femme lui ment, et un tueur l'attend au tournant. Alex Barclay, Dark House. Bah moi, je me suis pas rendu compte que j'avais un livre. J'ai eu un produit de série entre les mains que je me suis à peu près appuyé jusqu'au bout. Tous les 3 mois, on nous fait le coup de la nouvelle, je sais pas quoi, Mary Gins Clark, Patricia machin. Et ça n'a, non mais ça n'a aucun intérêt. Elle est irlandaise. Mais ça n'a aucun intérêt. Elle est irlandaise, cette Alex. Elle a l'air très, oui, voilà, elle a l'air très jolie. On la voit beaucoup sur les plateaux. On l'a vu chez Ardisson. Elle parle très bien français. Elle a un petit accent, évidemment, irlandais puisqu'elle est Et irlandaise. c'est un produit qu'on peut faire par informatique, je pense, non?
non. Alors c'est pas mal, attention, c'est pas alors, mal. chacun son tour. Elisabeth, vous avez déjà mordu dans les pages du livre. J'ai envie de commencer par Caroline Diamant. Les thrillers, j'en ai beaucoup. C'est vrai que c'est très attrayant ce qu'on nous dit avec un rythme sans temps mort ni relâche. Barclay livre un premier roman qui laisse pantois tant il est abouti. Alors d'abord, je me suis trouvée très blonde au début, j'étais obligée de relire des pages. Elle a pris des noms de personnages, elle en a beaucoup, et à chaque fois, ils ont à peu près les mêmes lettres. Donc Donny, Dougie, Duck, Duke, et elle prend, donc on comprend pas. C'est la première chose. La deuxième, c'est que elle a beaucoup lu Mary Higgins Clark, donc elle a fait son petit prologue, son épilogue à la fin. Au milieu, on suit les personnages principaux et sur 30 ans, la carrière de l'assassin. On sait dès le début qui est l'assassin. D'accord. Comme dans Colombo. Voilà, exactement. On sait dès le début, on sait pratiquement tout dès le début. Et puis alors, j'ai lu quand même par curiosité, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va en faire un mauvais livre. Parce que, non, mais parce que, effectivement, je suis curieuse, donc je suis allée jusqu'au bout, mais excusez-moi, le coup de la femme de flic new-yorkais qui s'installe en Irlande et qui, après avoir reconnu un assassin sur une photo anthropométrique, court, se rue sur sa porte pour ouvrir la porte sans demander qui est derrière, alors qu'on est en plein meurtre dans un petit village, c'est grotesque. Il y a des tas de trucs qui ne tiennent absolument pas la route. Je ne le conseillerais pas, moi, personnellement. Isabelle Motro. Alors moi, après avoir subi l'explosion d'une petite fille de 9 ans au début du roman, avoir subi un nombre incroyable de vulgarités, de viols, de machins, de trucs, je me suis arrêtée au viol du petit garçon de 4 ans, qui est au tiers du livre. Là, j'ai arrêté, quoi. Non, mais, alors, je triche un peu, je suis allée un peu plus loin quand même, c'est vrai. Mais alors, c'est insupportable c'est une espèce de vulgarité comme ça, de complaisance dans la vulgarité. On peut dire ça de Madame Bovary aussi, alors. Qui est juste destinée à une chose, c'est vendre du papier. Y a-t-il quelqu'un pour sauver ce livre? Pas vous, Elisabeth Lévy, j'aurais compris. J'ai compris. Totalement. Vous voulez ajouter quelque chose? Mais non, mais c'est d'un convenu. Je sais pas, tous les poncifs du roman policier sont là. Vraiment, c'est un genre. Bah, donc c'est un produit qu'on pourrait fabriquer par ordinateur, voilà. Et après tu prends une belle fille, tu l'emmènes chez Ardisson et puis basta, quoi. Alfonsi. Non, je peux rien pour ce livre. Je peux rien faire pour ce livre. Je vous trouve mais bien vraiment. sévère. Il y a même pas un petit suspense, Philippe, un petit... Non, mais non, comme on vous l'a dit, on connaît l'assassin dès le début. C'est un roman donc psychologique, donc il y a pas de suspense, c'est pas qui va être, mais il y a une psychologie qui est un peu sommaire, un peu brute, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Moi, pendant les 100 premières pages, comme je croyais que c'était la biographie d'Eddie Barclay, parce qu'il n'y avait pas d'Alex Barclay, il y avait des tas de trucs que je retrouvais pas. Quand il invente le micro-sillon, quand il découvre Dalida, quand il fait son 6e mariage et qu'il a Coluche et Cyril Luron comme témoin. Alors je voyais pas ça, je dis ça va arriver. Et j'ai continué, puis après ça je me suis dit, et j'ai regardé la couverture, j'ai dit Alex Barclay. Je me suis dit, ça sera le frère à Eddie. Non, pas du tout, c'est sa sœur. Parce que Alex, c'est un prénom en américain, en anglais, en irlandais. C'est un prénom qui veut dire les deux. Bon, alors, qui veut dire les deux, les garçons puis les filles, tu vois, comme je veux dire. C'est écrit comme ça à peu près. Vous n'avez pas lu, Pierre, dites-nous la vérité. Non. Je l'ai pas lu, tu sais pourquoi? Parce que j'ai senti que c'était un truc qu'on pouvait faire par ordinateur. Ah, il s'en sort toujours formidablement. L'homme qui retombe sur ses pattes. Hein. Voilà un bon roman, l'homme qui retombe sur ses pattes. Mary Higgins Clark livre beaucoup de dope ces derniers temps. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'elle a commencé, elle, par des excellents romans policiers. La nuit du renard. T'as dit de dope. La nuit du renard. Si elle livre de la dope, j'arrive. Hein, Non, mais ce qui est frappant, c'est que quand on lit des thrillers, des polars, etc., des coups bas, des traîtrises, du sang et des larmes, on en voit beaucoup. Enfin, on peut lire à peu près n'importe quoi dans un polar quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, quand c'est bien amené et quand ça mène à quelque chose. Mais là, vraiment. C'est son premier roman. Hein, Oui, alors si on parle de premier roman, on va faire un petit peu de patriotisme pour Maxime Chatham, qui n'a pas un prénom français, mais qui a écrit, maintenant il en est au 3e ou au 4e. Et ben lui, je peux vous dire que vous lisez son premier roman, son premier thriller, là vous vous dites le mec a bossé, c'est abouti, c'est réfléchi. Alors pourtant moi je lis là par exemple un formidable thriller, Précipitez-vous, c'est le Independent on Sunday. Mais ça n'existe pas le Independent on Sunday, vous connaissez pas, c'est pas ce coup-là, je suis sûr, d'inventer des noms de journaux pour mettre des bonnes critiques. L'Irish Independent avec un rythme sans temps mort ni relâche. Alex Barclay c'est la livre. seule chose qui soit vraie.
c'est 100 ans mort. Mais ça veut pas dire que c'est bien. Prenez garde, les auteurs de thrillers, il va falloir compter avec une nouvelle venue en la personne de la romancière irlandaise Alex Barclay, jeune, ravissante, et bon sang, quel talent, c'est le Irish Times qui a écrit ça. Vous êtes en train de vous étonner parce qu'il pourrait y avoir des conneries dans la presse. Surtout dans la presse irlandaise qu'on connaît bien. Qui vous a obligé à lire ce livre, à part monsieur Ruquier? Bah, Monsieur Ruquier, quoi. Mais pourquoi monsieur Ruquier a pris ce livre? Mais parce que j'ai lu des papiers Mais qui... il a raison, moi j'étais contente de Mais lire. moi aussi, j'ai Beaucoup lu de plein papiers, on a vu qui cette étaient- fille un peu partout sur les plateaux, il était oui. quand même temps de dire vraiment ce qu'on pensait de ce livre, quoi. Ah oui, oui. La vérité éclate ici. Non, c'est un bon bouquin. Hein. Un bon bouquin. Non, mais c'est qu'on lit avec intéressant d'aller au plaisir, bout, quand même. qui apprend plein de trucs sur une civilisation qui n'est pas disparue, mais qu'on connaît mal. Ça vous tient en haleine. Ça se lit comme un roman policier. Et c'est formidable. Marie Higgins Clark, elle peut aller se rhabiller après cette bonne femme-là. Non, mais on a ne le été un lisez peu pas, dur. quand même. La seule chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il ne m'est pas tombé des mains. Quand il dit 100 ans mort, donc je reconnais que c'est vrai. Voilà. Bon, c'est il n'y a le pas côté- de temps mort. Si elle travaille un peu son intrigue qui n'a aucun intérêt, peut-être qu'elle va pondre un deuxième bouquin ou un Eh ben, troisième. je sais pas s'il y a des temps morts, mais on jouit pas, hein, franchement. Si elle travaille un peu son intrigue, si elle revoit un peu ses personnages, si elle adoptait un peu de style, si elle écrivait mieux, peut-être qu'elle Et si elle faisait des livres, et si elle faisait des livres moins gros, au moins, quand Si il c'était tombe des mains, quelqu'un il te ferait pas mal aux pieds. Ça, c'était une critique parue dans le Irish Coffee. On se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers collègues. Les chansons qui se ressemblent sont des chansons italiennes. Aujourd'hui, on va me dire toutes les chansons italiennes se ressemblent. Non, pas quand même. Mais celle-là, alors là, c'est vrai. Notez bien qu'avant que vous me souffliez cette proposition, cher Serge, j'avais déjà un peu repéré qu'il y avait une légère ressemblance. Est-ce que c'est un vrai plagiat? J'en suis pas certain non plus. Alors, il s'agit d'Umberto Tozzi et du duo Ricci e Poveri. Voilà, Umberto Tozzi est très connu parce qu'il a fait des tas de tubes. Alors, il a récidivé après ce tube, Ti amo, avec une chanson qui s'appelle Tout, qui date de 78. Eh bien, on l'a plus ou moins retrouvé en 1981 par un duo qui s'appelait Ricci e Poveri, les riches et les pauvres. Et ce titre, vous le connaissez aussi, c'est Sarà perché ti amo. Tu Sarà sauras pourquoi perché ti je t'aime. amo. Ah oui. Voilà. Eh bien, donc, on mélange un peu les deux. C'est très simple hein, pour les repérer. Notre camarade Tozzi, c'est la voix masculine. Oui. Et Ricci e Poveri, j'ai juste gardé la voix féminine de cette dame qui s'appelle Romina Power. Ah oui, et Albano. C'est ça, et Albano. Et voilà, Romina Power, qui est la fille d'ailleurs de Tyrone Power. Tyrone Power. Bon, alors, si j'ai bien compris, là, parce que j'essaie de suivre, hein, et d'expliquer, Serge Liado, quand on entend la voix de l'homme, c'est Umberto Tozzi. Exact. Quand on entend la voix de la femme, c'est donc Romina Power. le duo Ricci e Poveri. Et donc, la voix de la femme, c'est pas la même chanson que la voix de l'homme. On est bien d'accord? C'est exactement ça. Allons-y. Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi sta da vicino tu, sei più bella che mai, ma ci dà un minuto tu. Che te ne frega, sarà perché ti amo, e ora si sa, se prendi non ti Lo svelo chi sta sognando più di me, al mondo siamo io e te, ragazzo ti cosa c'è di strano, è una canzone, sarà perché ti amo, se cade il mondo. Serge Liado qui nous a fâchés avec toute l'Italie. Oh non, tous les Italiens sont au courant, vous savez. Au moins, quand Jean-Paul II chantait, hein, c'était différent. En tout cas, c'est vrai, il y a des plagiats en Italie, il y en a peut-être beaucoup plus que chez nous. Au festival de San Remo, il y a 3 ou 4 plaintes par année. Passons à la chanson Flash, cher Serge. Oh, c'est une petite surprise aujourd'hui, la chanson Flash. Ah bon?
Oui, une petite surprise. En fait, un deuxième montage que je vous propose parce qu'il vous concerne, et presque au premier chef. Vous vous rappelez avoir écrit pour Diantel une chanson, le texte d'une chanson qui s'appelle Boule de moi. Exact, oui. Vraiment, j'ai été surpris par ce texte. Vraiment, vous m'avez ravi. Eh bien, c'est curieux. Il y a une chanson antérieure. Merde. Oui, une chanson antérieure. C'est pour ça que je vous la propose. Hein. On ne sait pas. C'est gentil. Vous pourrez faire sauter ce passage si vous voulez. Hein. Non, pas du tout, j'assume. Donc j'ai pompé personne. J'ai trouvé ça sur un 45 tours Polydor, j'ai la référence qui date de 79. Et la chanson s'intitule À en perdre la boule. Et elle est interprétée par un chanteur béarnais, je crois que vous connaissez. Enfin, écoutez, vous allez voir, vous êtes surpris. Je veux tout simplement une boule de moi portée à l'intérieur pendant près de 9 mois. Auprès de toi, j'ai l'air d'une boule de flipper. Je zigzague dans les coins et toi tu marques les points. Un miroir qui sourit quand je ne souris pas. Une suite à ma vie que je prends dans mes bras. Tu m'allumes un peu trop, ça va faire tilt bientôt. Oh, peut-être débranché, tout se met à clignoter. C'est Marcel Amont, c'est ça? C'est Marcel Amont, oui. Mais alors attendez, parce que c'est la musique qui ressemble, mais les paroles n'ont rien à voir avec mon texte. Non, mais non, bien sûr, c'est pour ça. Bah alors, il est pas compositeur. Ouf! C'est Diantel qu'il faut accuser, pas moi! Ouais. Vous êtes caution solidaire, mon pauvre. Oh non, moi j'ai écrit le texte, après Diane a fait la musique, je l'accuse, je me désolidarise. Elle a piqué ça à Marcel Amont. Oh! Ligne, vous avez entendu, il y a écrit une boule de flipper, alors que vous aviez écrit une boule de moi, donc on est quand même pas loin. Oui, enfin, ne comparez pas un enfant qui va naître à une boule de flipper, cher ami. C'est pas très élégant. Ou alors vraiment, il est prématuré. Bon, vous l'aurez peut-être deviné, c'était un poisson d'avril. Moi, je m'en doutais. Parce que la voix était trop trafiquée, quand même, pour être normale. Donc, vous avez fait entrer Marcel Amont en studio pour le faire. Même pas, c'est pire. Il a enregistré la voix par téléphone. Ah oui? Sans musique, et j'ai fait la musique après. Ça alors. Oh, sacré Marcel. La difficulté, c'est pas de faire rentrer Marcel Amont en studio, c'est de l'en faire sortir. Allez, on vous applaudit, bravo pour le poisson d'avril, c'est demain. Faut se méfier, hein, c'est demain le 1er avril. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Elisabeth Lévy, Isabelle Motro, et la dernière chronique cinéma aujourd'hui de Monique Pantel. Pourquoi la dernière chronique? À Monique. La plus grande chronique. Oui, mais hélas, nous ne vous retrouverons plus puisque Repas m'a annoncé ça. Cette semaine, il n'y aura plus de chronique cinéma le vendredi. C'est un poisson, mon chéri. Elle n'y croit pas. J'ai eu peur, moi qui étais si content de... Non, j'étais si content parce que l'émission touche à sa fin. Et je me suis dit, vous n'allez pas me faire... Monique, et s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Oui, bravo, mon chéri. Et moi aussi, je serai toujours là pour toi. Passons au film sorti mercredi, si vous le voulez bien, Monique. On commence par La Doublure, le film de Francis Weber avec Gad Elmaleh, Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Christine Scott Thomas et Richard Berry, entre autres Danny Boone aussi. Eh ben, cette doublure n'est pas une veste. Mais c'est quand même toujours la même recette. Un type odieux, un innocent aux mains pleines, le même héros, François Pignon, une fille sublime, une femme enquiquineuse, la femme de l'odieux, et une gentille jeune amoureuse. Flash des photographes, le scandale arrive, comme vous le savez tous, hein, ils sont tellement passés partout. Mais Daniel Auteuil, c'est lui l'odieux, achète l'innocent. Bon, ça marche,
parce que c'est très bien huilé et que Weber est un grand faiseur. Ça marche, moi, vraiment. Alors, c'est le plus mauvais des pignons que j'ai jamais vu. Exactement, mais je mets un peu de trucs dans mon moteur. Même le duo. Ça manque de punch. Même le précédent qui avait été critiqué, mais moi que j'avais bien aimé le Weber avec Gérard Depardieu et Jean Reno, et c'était Depardieu qui faisait pignon. Même Tais-toi, ça s'appelait Tais-toi, c'était plus réussi que la doublure. Alors vraiment là, pour le coup, Gad Elmaleh est un excellent comédien, mais voilà, c'est pas Weber lui a pas écrit un bon pignon. Mais non, mais c'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pignon, c'est Villeray, c'est Pierre Richard, c'est tous ceux qu'on a aimés. Mais je vais vous dire qu'il y en a c'est Tilsit au théâtre dans l'Emmerdeur en ce moment. Gad, il est trop beau. Mais Gad Elmaleh, c'est pas pignon. Et puis surtout, ce pignon, ça suffit, il faut le tuer maintenant. Moi, celle que j'ai préférée, c'est Vous n'avez pas Virginie. envoyé pignon sur rue, quand même. Celle que j'ai préférée, c'est Virginie Ledoyen. Elle est jolie, hein. Elle est très jolie, et en plus, ses parents me vendent du poulet 2 fois par semaine au marché. C'est même un problème d'ailleurs aussi dans ce film. Il y a vraiment des erreurs de casting. C'est que Virginie Ledoyen et Christine Scott Thomas, effectivement, qui est un peu plus âgée que celle qui est censée être la jolie gonzesse du film qu'on voit sur l'affiche, Alice Taglioni. Bah, pardon, mais si je devais choisir entre Christine Scott Thomas et Alice Taglioni, moi je prendrais Christine Scott Thomas. Moi, je prendrais Virginie Ledoyen. Ou Virginie Ledoyen, mais Alice Taglioni. Moi, je prendrais Gad Elmaleh, moi. Elle est bien roulée, mais enfin, elle a la bouche de Caroline Loeb pendant tout le film. Elle a la bouche de Traviole. Moi, j'appelle pas ça une fille qui fait rêver. Elle est tellement grande qu'elle fait peur. Moi, elle m'a fait peur. Ah non, vraiment, c'est ça. Ouais, j'étais déçu par ce film-là. Passons plutôt à Sharon Stone. Voilà une belle femme, Sharon Stone. Voilà un beau film. Hein, Basic Instinct 2. C'est un film européen, Monique Pantel. Allô, Monique? C'est quand même... C'est un film européen. Je veux pas vous mettre la pression, Monique. Ah Bon, oui, je peux tout dire aujourd'hui, hein. C'est con et silicon. Il y a 14 ans, le numéro 1 était absolument érotique et Sharon Stone divine. Et celui-ci, il ferait des bandés Rocco Siffredi lui-même. Le thème, une écrivain informatique. Ça, c'est quand même une très belle trouvaille. Le film qui ferait déborder Rocco Siffredi lui-même. Ça, je dois dire. Bravo, Monique. Elle est tellement bonne qu'on a l'impression qu'on l'avait déjà entendu. Or, on l'avait pas entendu. Le thème, une écrivaine nymphomane, tueuse et éculée, c'est le cas de dire. Mais surtout, la Stone, tirée jusqu'à l'os, n'a plus aucune expression. Du coup, pour remplacer, elle ouvre et referme ses jambes en répétant « Je jouis, va jouir, nous allons jouir ». Et le psy du film est carrément idiot. C'est le metteur en scène qu'on aurait dû coucher sur le divan. Parlez-moi du comédien David Morisset. Ah bon? Écoutez, celui-là. Joli nom. Le psy, Monique. Oh là là, mais le psy ridicule. C'est pas la faute de David Morisset, mais c'est, enfin bref. Pour Et Charlotte Rampling. Elle est bien, mais elle est bien quand même. Hein. Oui, elle est bien. Motro Isabelle. Ben oui, que dire de ce film si ce n'est que ce qui serait bien, ça serait d'avoir un peu une histoire compréhensible. C'est un peu comme le thriller de tout à l'heure, une histoire compréhensible, ça serait mieux. Des personnages auxquels on croit, ça serait bien. Sharon Stone qui serait pas en effet avec 2 expressions botoxées, ça serait aussi une bonne idée. Et puis finalement tous les clins d'œil qu'ils font au premier film, ils tombent un peu à plat, donc faudrait les enlever. Enfin, ça serait bien si c'était un autre film, moi je pense. Bravo Motro, t'es génial. Tom Wilkinson, Emily Watson à l'affiche de Separate Lies. Eh ben, c'est pas trop mal. En Angleterre, c'est un couple bourgeois, ces fameux que vous venez de nommer. Ils passent la semaine à Londres et le week-end à la campagne. Un jour, le mari de la bonne est écrasé par une voiture. Dans cette voiture, Emily Watson et son amant, Rupert Everett. Ça se corse. Et la conductrice, c'était elle. Alors son mari qui est avocat et qui sait tout, il est bien embêté. Et c'est lui qui est génial, Tom Wilkinson, il sauve le film. C'est mieux que ça quand même. C'est une fille d'âme, hein. Ouais. Oh bah oui, il est bien. J'ai vu qu'il y avait un de nos confrères qui avait titré dans la presse broderie anglaise. Ouais. Je trouve que c'est assez ça, quoi. Il y a vraiment tout un tas d'annotations psychologiques. Alors là, ça, c'est un vrai film psychologique sur la culpabilité. Est-ce qu'on se dénonce pas? Est-ce qu'on protège les siens ou pas? Puisqu'il y a eu un meurtre, enfin un crime en tout cas, ou un assassinat. Je sais pas comment on dit quand on tue quelqu'un, un homicide involontaire. On peut dire un meurtre. Ben non, c'est involontaire. Je vais vous dire, on dit rien surtout. Oui, voilà, on dit rien. Un meurtre, c'est involontaire. Bon, en tout cas, on peut conseiller
Separate Lies. Oui, c'est bien. Camping sauvage avec Denis Lavant et Isilde Lebesco. C'est un film réalisé par Christophe Ali et Nicolas Bonilori. Eh ben, comme d'habitude, Isilde Lebesco est une jeune révoltée dans un camping. Denis Lavant, comme d'habitude, cette fois il est prof de voile, il fait peur. Et ça finit très mal. Bon, bah alors écoutez, Attendez. Ah. On allait oublier le bijou de la semaine. C'est quoi donc? C'est un film venu de Kamtchatka oriental. Oui. Ma vie sur un cheval. Ah. C'est entièrement muet. Ce film superbe raconte les amours d'une jeune fille pour son bel étalon. C'est à voir et à revoir. Ça sort où, ça? Ah, dans toutes les bonnes salles. C'est pas un poisson d'avril, ça, Monique? Si. Oh, la maline! Quelle est maline! Qu'est-ce que c'est con, cette tradition du... les trucs les plus ringards, les plus nulos. Puis je vais t'accrocher un poisson dans le dos. Il y a longtemps que j'en ai eu une raie dans le dos, croyez-moi. Non, écoutez, Monique. Mais vous alliez le croire, j'ai senti que vous étiez à 2 doigts de le croire. Oui, pourquoi? Parce que j'ai cru que vous parliez d'un film avec Jacques Gamblin, Alexis Shadoff, Marine Hakim, qui s'appelle Cerco, qui sort aussi cette semaine. Et Cerco, c'est le nom d'un cheval. Ça se passe en Sibérie. C'est une épopée. Voilà, non pas Sarko, mais Cerco. Et il paraît que c'est un très joli film. Alors c'est un petit film, mais un très joli film. Voilà. Alors, on l'a pas vu. Ah bah oui, mais moi je vous en parle quand même. Et je vous dis à vendredi prochain, Monique Pantel. Si je veux. Au revoir, chérie. Au revoir. Des idées de sortie pour ce week-end. Tiens, on va aller en région. De temps en temps, ça fait du bien. Pourquoi pas à Caen? Une invitation à voir Splendeur de Venise. C'est une exposition au musée des Beaux-Arts de Caen qui commence donc demain 1er avril jusqu'au 3 juillet. Pourquoi je vous en parle? Moi, j'aime bien Venise, vous savez. Et là, c'est toute l'école vénitienne, des œuvres du Tintoret, de Titien, Véronèse, Lotto. Plus de 100 œuvres réunies au musée des Beaux-Arts de Caen. Splendeur de Venise, c'est tout le XVIe siècle, la peinture du XVIe siècle. À Toulouse, le printemps du rire. Il y a des festivals un peu partout en France. C'est un des plus grands festivals du rire à Toulouse. Il y en aura un à Nantes bientôt. Mais à Toulouse, il y a un moment qu'existe ce printemps du rire qui, pendant un temps, s'est appelé le printemps de courges. On donnait des courges. Je vous jure que c'est vrai. Oui, on donnait. Oui, c'était en référence évidemment au printemps de Bourges. Et on donnait une courge à l'humoriste qui avait fait le meilleur spectacle. Le festival a beaucoup évolué depuis. C'est le printemps du rire jusqu'au 8 avril à Toulouse. Alors on y retrouve évidemment les humoristes les plus connus comme Danny Boone, Franck Dubosc. Danny Boone et Franck Dubosc qui seront. Alors là, je peux pas. Arthur aussi, les chevaliers du Fiel, Ronan McDan, Florence Foresti, Daniel Prévost, Gilles Détroit et aussi Christophe Lévesque. Tiens, pourquoi pas. Ils sont tous. Et beaucoup d'autres jeunes humoristes, des spectacles moins connus. C'est le principe évidemment des festivals d'humour, de faire découvrir des nouveaux spectacles grâce à la présence d'humoristes plus anciens à Toulouse jusqu'au 8 avril, le printemps du rire. Et puis si vous aimez la randonnée, Pierre, vous allez aller à Paris cette fois au salon des randonnées. Bon, ça va, c'est pas trop fatigant. Ça ira. C'est porte de Versailles comme tous les salons. Ça roule bien. Du 1er aujourd'hui, ça commence aujourd'hui et demain et dimanche pendant 3 jours le salon des randonnées avec un slogan. Écoutez, ils ont trouvé un slogan formidable. Venir, c'est déjà partir. Oh, magnifique. Voilà. Rien d'autre à annoncer? Si, moi je voudrais parler d'un petit livre qui vient de sortir, qui est de Jean-Marcel Bougreau, et qui s'appelle « Et si c'était bon ?» et qui est un livre sur justement... Pas poisson d'avril, ça aussi. Pas du tout. Et c'est un livre sur la nouvelle cuisine, sur la cuisine expérimentale. Moi qui déteste, qui n'aime que la cuisine de bistrot, et qui déteste toutes les expérimentations sur la cuisine, et même la cuisine des grands chefs m'ennuie, parce que je la trouve compliquée, chichi. Eh bien là, c'est formidable, ça dissèque tout ça, et ça vous apprend comment les goûts ont évolué. C'est un petit livre merveilleux. Jean-Michel Bougreau, Et si c'était bon? Jean-Marcel Bougreau, oui madame. Oui monsieur. Ce sera le dernier mot de Pierre Bénichou aujourd'hui. Vous pouvez souffler jusqu'à lundi, 16h30. Bon week-end sur Europe 1.